Bienvenue à toutes et à tous sur l'épisode 65 du Brap Show avec MGT Design et MGT Design Racewear. Et puis notre compère depuis toujours, 65e fois que vous allez nous voir discuter ensemble, c'est Mister Brap, la sensation TikTok. Vous pouvez voir à nouveau derrière lui les petites tenues MGT Design Racewear, comme la semaine dernière avec la petite Retro Edition. Je pense que pour la collection 2026, moi c'est ma préférée. Si vous voulez en voir un petit peu plus, vous pouvez aller sur la page Instagram, @mgtdesign-racewear. Et puis vous pouvez directement commander en les contactant dans les directs messages d'Instagram. Et les décos, vous connaissez depuis le temps. Vous les voyez parfois en live sur TikTok. C'est MGT Design-MX sur Instagram pour toutes vos commandes. Et ils sauront vous satisfaire. Nous, on va parler tout de suite Supercross d'Arlington et on va aussi parler du Supercross de Daytona qui arrive la semaine prochaine. Hunter Lawrence gagne sa première course. Mais on va d'abord parler un petit peu de la piste parce qu'en fait, on avait des whoops. Donc, à ce qui paraît, et c'était juste une erreur sur le plan quand ils ont pas mis de whoops, c'était genre un oubli. Et ils ont rectifié ça 2 jours après, mais ils l'avaient jamais mis en ligne. Et ils ont mis les whoops à la place du gros triple. Donc, encore une fois, cette histoire de triple, on a vu plusieurs fois des doubles. Qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'on va retrouver des gros triples en SXUS ou pas? J'écoutais la review de Pulp MX qui disait que il avait discuté avec des mecs de Dirtworks et ces gens-là disaient que effectivement de toute façon sauter un gros triple de nos jours en supercross c'est 3 fois rien. La plupart des gens disent que c'est enfin la plupart des pilotes disent que c'est l'obstacle le plus simple. Donc s'ils peuvent retirer déjà ne serait-ce que la terre du milieu pour l'utiliser ailleurs, c'est pas une référence au Seigneur des Anneaux, hein. Mais s'ils peuvent retirer la terre de la bosse du milieu et la mettre ailleurs sur le terrain, c'est bénéfique. Et il disait aussi que si on veut un gros saut, pourquoi ne pas faire le saut d'arrivée, être le plus gros saut de la piste. Donc effectivement, je ne sais pas si à Daytona, les triples seront respectés et seront vraiment triples. Après, Daytona, ça a toujours été un peu particulier parce que les droits du Supercross de Daytona n'ont pas toujours appartenu à Feld. Je ne sais pas trop où ils en sont maintenant, parce que c'est vrai que dans les jeux vidéo ou sur le pass, tu vois, maintenant tout est regroupé. Avant, c'est vrai que c'était pas forcément sur la même chaîne et tout. Donc à ce niveau-là, je ne sais pas trop. Mais j'ai clairement l'impression que les gros triples, c'est voué à disparaître sur les pistes de Supercross US. Et honnêtement, je m'en fiche un peu. Par contre, première épreuve de l'Est, et ils ont décidé enfin de nous mettre 11 whoops. C'est comme s'ils voulaient que des mecs se blessent pour dire, vous voyez, quand il y a plus que 9 whoops, il y en a qui se font mal. En plus, sur une terre un peu pourrie, elle est très bizarre, je trouve, cette terre à Arlington, parce qu'elle a l'air très dure, mais en même temps, elle fait des ornières, et en même temps, il n'y a pas l'air d'y avoir d'adhérence. Ouais, c'est clair. Bon, tu as évoqué plusieurs sujets, mais je sais pas trop par où commencer. Mais au niveau de la piste, en tout cas, bon, j'ai apprécié la longue série de whoops. Ça a permis de faire la différence pour certains pilotes, notamment un Cole Davis qui a été impressionnant, je pense, dans cette série de whoops. Euh, Concernant les tripes, ouais, moi j'ai toujours un peu de mal avec le changement. Comme sur les motos, tu vois, les kits déco, la forme des plastiques, ou alors un changement un peu bon, drastique. C'est peut-être un peu fort comme terme concernant les tripes, parce que si on garde justement un gros double ou une grosse bosse, on reste quand même dans du supercross, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec le changement. Mais bon, je sais que voilà, cette année, il n'y en aura sans doute pas de triple et que l'année prochaine, j'y penserai déjà plus. Donc en soi, c'est pas un très gros changement et pas quelque chose qui me tient à cœur. Puis Euh, surtout, si on garde la distance et la taille du saut, mais juste qu'on enlève la bosse du milieu, ça te manque pas au final, si? non, mais à la fois, je vois pas ce que ça change. Si on garde la même distance, on aura toujours des gars qui, bah, quand ils vont prendre l'intérieur ou quand ils se seront ratés avant, ils sauteront pas triple. Parce qu'en général, quand ils font que double, les gars, c'est qu'ils peuvent pas faire triple. Ouais, mais c'est ce que j'évoquais après San Diego, c'est que de mon point de vue, je trouve que quand t'as pas un trip, quand t'as pas la bosse au milieu et que tu as juste un double, si tu veux l'enrouler, tu perds pas plus de temps que tu vois sur le triple, si tu l'enroules et que tu enroules chaque bosse, tu perds plus de temps que si tu fais double simple. Si tu fais double simple, une fois que tu atterris à la réception de ton double, tu as moins le temps et l'espace pour freiner ou sortir de la piste si tu t'es raté au premier tour. Et donc c'est à ce niveau-là où je trouve que retirer la bosse du milieu, ça pénalise moins le fait de ne pas le sauter. Et en même temps, du coup, ça laisse plus d'espace, je trouve, pour manœuvrer, s'adapter, même s'arrêter. Au pire, tu vois, pour laisser les mecs qui sautent, sauter par-dessus sans t'attraper au passage. Mais après, peut-être que je me trompe, mais ouais, moi, c'est comme ça que je le vois. Éventuellement, moi, tu vois, j'irais peut-être un peu plus loin en me disant que dans ce cas-là, on fait un double, on garde la même distance, mais déjà pas de botte de paille entre l'appel et la réception, ni peut-être pas sur la réception non plus, tu vois. Et au moins laisser justement de l'espace sur les côtés pour que celui qui ne saute pas, limite, on lui dise, tu sautes pas, contourne la bosse et
pas qu'il te fasse gagner du temps, tu vois, que tu la contournes, j'en sais rien, même tu mets une petite bosse ou une botte de paille comme ils font avec les whoops pendant les essais quand ils prennent pas les whoops pour être sûr que le gars ne gagne pas de temps à passer à côté de la bosse plutôt qu'à à l'enrouler. Et au moins, bah, c'est vrai que tu réduis vraiment le risque d'accident avec un gars qui va atterrir sur un autre. Parce que si on garde la même distance, ouais, on aura. Alors effectivement, le fait que tu n'aies pas un double à passer et que tu atterris à plat au milieu, bah, ça te laisse plus de temps de regarder à droite à gauche et moins te concentrer sur passer déjà ce petit double et enrouler ensuite la dernière. Mais je pense pas que la différence soit suffisamment importante pour vraiment réduire les accidents sur les triples. Hmm. Puis après, je me dis aussi, tu vois, quand par exemple un mec comme Malcolm à Anaheim, il saute double, le gars derrière lui, du coup, qui va pas sauter triple, il va sauter double aussi, tu vois. Mais quand tu as juste un double et que Malcolm, du coup, il va pas sauter le triple, il va atterrir peut-être au milieu, le gars derrière, il faut freiner un petit peu plus et sauter un peu plus court. Et ça pose pas de problème, tu vois. Que si Malcolm il saute bien le double et que l'autre il saute un peu plus court, alors après lui il se met court sur le double, donc bon il va pas tomber non plus parce que c'est un petit saut, mais tu vois c'est plus de perte de temps, c'est donc ouais, je trouve que ça t'incite plus peut-être à enrouler par sécurité. Et mais ce que tu parles de laisser de la place sur les côtés et à la limite mettre un ralentisseur ou quoi, c'est vrai que DV il en avait déjà parlé où il disait que lui sur les gros trips comme ça, il voudrait voir une sortie justement, comme une sortie d'auto, une sortie de piste pour justement si tu enroules, pouvoir sortir de la piste en toute sécurité parce que c'est sûr que ben, au premier tour tu te fais atterrir dessus quoi si tu enroules et que le mec derrière toi il a pas anticipé ou quoi. Moi, je suis un peu comme toi au niveau du changement, mais surtout au niveau des pilotes. C'est pour ça que j'aime jamais les nouveaux pilotes qui viennent battre les anciens, tu vois. Ouais. Mais vas-y, je te laisse continuer du coup sur la piste. Non, à part ça, le reste de la piste, je suis assez d'accord, c'est vrai qu'elle avait l'air dure, mais à la fois, tu as vu les whoops quand même se détériorer, heu, pas mal, donc particulier, mais sinon le reste de la piste, moi j'ai bien apprécié. Je trouve que ce trip justement avant les whoops, il était pas évident et on a vu, différentes options, du double, double ensuite pour sauter dans les whoops, passer le trip justement et je trouve que ça avait un vrai flow quand tu les voyais, sauter le trip là, passer leurs 2 vitesses en l'air, pour appréhender les whoops. Et encore des gars faire wheel tap. Donc c'était top. Moi, j'ai bien aimé la piste. Moi. Ouais, et on peut parler un petit peu des whoops quand même, parce que on va venir au 250 une fois qu'on aura décortiqué la catégorie 450, mais j'aimerais quand même parler de Cole Davis, parce que Chad Reed, d'ailleurs, il a fait un post sur Instagram, mais rien que quand on le voyait à la télé, j'en parlais à Steph, et j'ai été voir un petit peu les partiels. Davis, il met 4 dixièmes à Roxane, qui a le meilleur partiel en finale dans les whoops, et il met une demi-seconde du coup au reste du plateau. Étonnamment, le deuxième meilleur partiel dans les whoops en finale, c'est Tomac. À l'œil, j'aurais pas dit que c'était le deuxième meilleur pilote dans les whoops en finale. Alors après, c'est sur le meilleur passage, donc peut-être que c'est un passage qu'on n'a pas vu et que c'était son seul bon passage dans les whoops et qu'après, il s'est traîné tout le reste de la finale. Mais c'est pas normal qu'un mec, c'est sa deuxième année chez les pros en supercross et il te prend des whoops mieux que n'importe qui 250, 450 confondus. Ouais, c'est ouf. Je pense il en a peut-être jamais pris dans les whoops, tu vois. Il est trop confiant et c'est ce qui lui permet justement de rentrer avec suffisamment de vitesse pour les avaler et ne pas avoir le temps justement d'avoir une roue qui glisse, qui part dans un sens ou dans l'autre, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Et bon, après, on reviendra après sur la catégorie 250, mais franchement, ça fait partie des gars que j'attendais à voir à ce niveau-là, tu vois. Cole Davis, moi, bah, de toute façon, tu m'avais dit. Tu m'avais demandé pour les pronostics, tout ça, et moi je voyais déjà champion et gagner, alors peut-être pas forcément l'ouverture, mais en tout cas, il va gagner pas mal de courses, et je pense que c'était un choix très stratégique de Star Racing de ne pas mettre Davis avec Gigan sur la même côte, parce que je pense que ça n'aurait pas été la même chanson. Et d'ailleurs, j'ai vu un post en disant hâte de voir la confrontation Est-Ouest. Moi aussi, j'ai hâte. Oui, bah, c'est sûr que c'était un choix stratégique pour Star Racing. Puis en même temps, Davies, vu qu'il s'était fait mal au dernier Super Motocross, et je crois qu'il a eu un petit frein dans sa préparation. Il a commencé un peu plus tard, quoi. Donc, ouais, on en reparlera. Mais c'est vrai que la côte Est, ils reviennent tous de blessures. Après, c'est un peu pour ça qu'elle est là. C'est pour ça qu'elle commence plus tard et tout. Mais t'as Shimoda qui a que 2 semaines de moto. Pierce Brown, lui, je crois qu'il a eu un hiver à peu près entier. Mais bon, il a raté toute l'année dernière. Amaker, a priori, il a fait qu'un mois de moto. Ils sont tous, ils reviennent tous de blessures, quoi. C'est du délire. Mm, Mais mm, bon, mm. revenons-en un petit peu à la catégorie 450. Donc, victoire de Hunter Lawrence devant Tomac et Webb. Roxanne qui a mené longtemps et puis qui a craqué physiquement. A priori, il était malade. Bon, Hunter Lawrence, il a enfin gagné sa première course.
on le sentait venir. Et en même temps, tu sais, je me disais, c'est vrai que bon, on pense tous que ça va arriver et tout, il a clairement le niveau, mais on était un petit peu de la même manière pour Cesarulo. Et puis au final, Cesarulo n'a jamais gagné de course. Donc lui, et d'ailleurs, on va faire le parallèle après avec Sexton, mais c'est vrai qu'il a gagné sa première course et en même temps, il était content le temps de la réception. Le temps du saut d'arrivée de la réception, puis une fois qu'il avait fait son virage pour revenir vers le mécanicien, il était déjà calme. Et il a même dit sur le podium, j'ai coché une petite case dans la course pour le titre, en gros. Ouais. Ouais, non, c'est clair que on voyait le soulagement là quand il s'est mis debout, il a levé les bras, c'était genre purée, enfin quoi. Mais oui, je pense qu'après il reste concentré depuis le début. De toute façon, tu vois qu'il attendait cette victoire, mais il a compris qu'il y avait aussi un coup à jouer pour le championnat. Donc je pense que quoi qu'il arrive, il pense au long terme et à l'objectif final de gagner le championnat et pas forcément d'enchaîner les victoires de course, etc. Et c'est pour ça qu'il a été aussi très intelligent, je pense, jusque-là et très constant dans ses résultats. Et, euh, et ouais, je pense qu'il pense à la suite. Donc, c'est bien, j'ai gagné. Mais bah, maintenant, faut continuer à être sur le podium toutes les semaines parce que j'ai envie d'être champion 450, quoi. On sait combien de victoires de finale il a, Chase Sexton, ou pas, en Supercross 450? Non, moi, je l'ai pas en tête, non. Ok, bon, il a dû gagner au moins une dizaine de courses déjà, je pense, dans sa plutôt jeune carrière, Sexton. Parce Ouais. que j'aimerais quand même faire le parallèle entre Sexton qui gagne sa première course sur la Kawa cette année à Anaheim 2. Donc, comme je disais, il avait perdu que deux courses, hein, donc il n'y avait pas non plus de quoi. Et tu voyais il était fou de joie. Et au contraire, tu vois aussi que quand Sexton, il est deuxième, troisième ou pas sur le podium, il a l'air au fond du trou. Et de l'autre côté, tu as Hunter Lawrence qui, bon, avait l'air assez dégoûté d'être tombé avec Kenny la semaine dernière. Mais sinon, en dehors de ça, les émotions, jamais trop bas. Et là, il gagne sa première course en 450 en Supercross. Et ouais, il a levé les bras, puis ça s'arrête là, quoi. Il est chill. Ouais, après, je pense que chacun aussi réagit différemment aux émotions et est sensible aussi de manière différente. Donc, peut-être que Sexton, justement, est quelqu'un d'assez émotif au final et dont les émotions prennent des grosses proportions assez rapidement. Tu vois, quand là, il disait qu'il a galéré. Puis je te dis, on n'est pas aussi en interne, visiblement. Ça avait l'air d'être très compliqué la fin chez KTM. Donc, peut-être que tout ça, ça l'a mis un peu dans un bad mood et que c'était vraiment un soulagement d'avoir gagné sur la Kawa. Et puis je pense que aussi indirectement, justement, ce qui s'est dit sur la Kawa, c'est que ça devait être aussi dans un coin de sa tête, en plus de lui qui galérait, tu vois, à gagner aussi, tout simplement, à être dans un bon état d'esprit. Donc je pense que tout ça cumulé, ça a été un gros soulagement de gagner. Mais, et puis on le voit là, quoi, tu vois, c'est galère encore, alors que c'est vrai que Hunter Lawrence, tu voyais qu'il était pas loin de la victoire à chaque fois, qu'il était dans le bon mood, il était dans, tu vois, ça montait petit à petit, que Sexton, c'est tellement en dents de scie, et un coup, voilà, il va pouvoir dominer, un coup, il va être super loin, etc. Alors que Hunter, il a cette progression euh, quand même assez linéaire, tu vois, et progressive, Hmm. même si elle est lente. Donc on s'y attendait un petit peu et je pense que lui aussi il s'attendait à ce que ça arrive et donc il s'est pas enflammé parce que il en était pas loin à chaque fois et donc la victoire alors que Sexton quand tu finis 7 et qu'après tu gagnes tu vois bah, c'est pareil ça t'as un peu plus d'émotion aussi t'as un peu plus l'impression de rebondir qu'un Hunter qui fait 3 2 2 4 2 tu vois qui est pas loin de cette victoire et qui finit par l'avoir et qui en plus plaque rouge donc effectivement il pense au championnat. Ouais, mais en fait, là où ça me surprend, c'est que si tu veux, moi qui n'ai jamais été dans la position de Sexton, j'ai quand même déjà entendu dire que les champions de Supercross, ça faisait partie un petit peu de leurs atouts de pas trop vivre ces montagnes russes émotionnelles. Ou quand on parlait enfin j'avais entendu parler de ça en parlant de Villopoto ou de Dungey, où c'est vrai que bah ou même, enfin, tu vois, DV aussi, il en parle. Genre, t'as gagné, c'est bien, t'as fait ton boulot. Il n'y a pas non plus de quoi sauter au plafond, jeter la moto par terre. Tu vois, il n'y a pas de quoi faire tout ça. Et ouais, j'avais déjà entendu parler vis-à-vis de Villopoto et Dungey que ils se laissaient pas non plus trop démoraliser quand ils gagnaient pas. Évidemment, ils étaient pas contents, mais ils s'étaient pas trop démoralisés. Et à l'inverse, quand ils gagnaient, ils étaient pas non plus euphoriques non plus, tu vois. Ils étaient évidemment contents, mais c'était toujours quand même un peu canaliser les émotions. Et j'avais entendu dire que c'était quand même un atout à avoir quand tu partais pour un titre et qu'il y a quand même une situation où la pression est à son maximum, que avoir cette euphorie quand tu gagnes et en même temps cette grosse dépression quand tu gagnes pas, quoi.
Ouais, à la fois, enfin, on en revient un peu au même, hein, moi, je suspecte un petit souci au niveau de la préparation mentale pour, Sexton, donc peut-être que ça non, mais peut-être que ça rejoint tout ça, effectivement, peut-être qu'il y a un travail sur les émotions aussi, à faire avant de prendre la moto, c'est peut-être là que se joue, son petit souci, dans sa préparation mentale, qui fait que, bah, il va pas être concentré, il va perdre l'avant ou que quand il est dans un jour où ça va pas, enfin là, il a encore rechangé, je crois, de tête de fourche, tu vois? Donc c'est que il est très instable et je pense que dès qu'il y a un petit paramètre qui n'est pas coché, qui ne va pas, il va chercher à changer plutôt qu'encore une fois, enfin on en a parlé longuement déjà dans les derniers podcasts, plutôt que de se remettre lui en question et d'essayer de s'adapter à une difficulté. Donc ça se trouve, ça rejoint, hein. J'avoue que ce serait intéressant d'avoir l'avis d'un psychologue ou je sais pas, tu vois, quelqu'un qui s'attarde sur le sujet. En parlant des têtes fourches, j'ai entendu dire que du coup, cette semaine, ils étaient repartis d'une moto complètement stock et que petit à petit, ils ont commencé à ajouter les pièces et tout pour déjà trouver ce qui le dérangeait et réussir à lui faire la moto qui lui convient. Et c'est ce qu'ils disaient à la télé, qu'a priori, ils ont déterminé quelle est la pièce qui convient pas à Sexton et qu'ils vont pouvoir avancer dans la bonne direction. Mais donc, c'est pour ça qu'on a vu sur Instagram normalement des photos avec les têtes fourches d'origine, puis les extras ont été remises normalement pour ce week-end. Mais donc, ouais, a priori, il était parti d'une moto complètement stock. Après, je mets quand même des guillemets là-dessus parce que complètement stock, quand un pilote pro te dit que sa moto est stock, elle est jamais stock comme la tienne ou la mienne, tu vois. Moi, ma moto, elle est complètement stock. Il n'y a que les plastiques qui ont changé. Et la laine de roche, après 2 ans. Mais eux, quand la moto est stock, déjà les maps, c'est plus les maps stock. Il y a déjà des pièces dedans. Enfin bref, ils ont déjà une ligne et tout. Donc je sais pas à quel point elle était réellement stock. En tout cas, les têtes fourches, les têtes, ils le sont plus. Mais ouais, a priori, il est parti d'une moto stock et ils ont un petit peu testé. Tu regardes encore Sexton quand tu regardes la course là le week-end ou quand il est là, il remarque qu'il part loin, hein, je crois, parce qu'il est parti. J'avais vu, c'est lui qui a dépassé le plus de pilotes. Je me demande s'il n'est pas parti 19 pour finir 6. Ok, ouais, non, j'avoue que j'ai pas trop fait attention à où il était, où il se situait. Après, j'ai vu un retour, je crois qu'il semblait dire qu'il se sentait mieux quand même ce week-end, qu'ils avaient fait quelques progrès. Donc ça avait l'air d'être positif malgré une sixième place. Et je vois là une seconde au tour moins rapide que Hunter Lawrence. Hmm. Ouais, il semblait avoir fait quelques progrès. Donc je pense que encore une fois, si Sexton, si le mental va, le reste va et il sera devant. Et pour que le mental aille, il faut qu'il ait trouvé justement une base sur laquelle il est confiant. Mais bon, on voit que ça peut changer. D'une semaine à l'autre au final, hein, entre San Diego du coup il fait une belle remontée, sa victoire à Anaheim 2 et le reste des courses ça fluctue très rapidement donc écoute, j'espère hein, qu'il a trouvé la pièce qui le chagrinait et qui était dans sa tête et qu'il va aller de l'avant et qu'on va le revoir devant parce que ouais, c'est dommage. Là, c'est bien à 3 Hunter, Tomac, Webb et même Roxen 4 plutôt. Si on peut avoir le petit cinquième Sexton qui a quand même le niveau pour gagner, moi ça m'embêterait de le voir derrière quoi. Ouais, je pense de toute façon que Sexton va regagner des courses de SX dès cette année. Euh, Ça se voit souvent qu'un pilote comme lui de son niveau qui a un creux, puis qui finit par trouver des solutions en fin d'année au pire des cas et qui se met. Puis en plus, il avait déjà dit l'année dernière, et généralement les 5 dernières courses du championnat, c'est là où il fait ses meilleurs résultats. Donc c'est son meilleur segment de championnat, disons. Donc je serais pas surpris de le voir en gagner 2 ou 3 sur les 5 dernières. Mais c'est vrai que bon, pour l'instant, c'est un petit peu la galère. Et 26 points, il me semble, de retard au championnat, 26 ou 27, je regarde tout de suite, mais 27 points de retard au championnat. C'est mathématiquement, évidemment, c'est pas mort, mais quand tu vois que la forme aussi des 4 mecs qui sont devant lui, ça va être compliqué. Là, moi, je serais très très surpris de voir Sexton champion, j'y crois plus là. Ah, je pense que ça reste encore un peu tôt quand même parce que c'est pareil, tu vois, là on en a 4 justement qui se tirent la bourre et qui sont dans pas beaucoup de points, une dizaine de points entre, c'est ça? Ils sont à 11 points, non peut-être un peu plus maintenant du coup, Roxen. Roxane est à 18, Webb Hmm. 16, Thomas 4 et Hunter du coup en tête. Ouais, voilà, je pense qu'il y en a qui vont se détacher aussi petit à petit. Ça me fait un peu mal au cœur, mais bon, voilà, je pense qu'un Roxen, du coup, ça commence peut-être à faiblir et ça va peut-être craquer et se détacher du groupe de tête. Et écoute, Cooper Webb, je sais pas, ça a l'air d'être un peu difficile quand même cette année, un peu plus difficile que les autres. Donc, si ça se trouve, on va finir avec un duel Hunter et Eli. Et ouais,
Ouais, ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'on va avoir les quatre. Il aura pas besoin de battre les quatre systématiquement, tu vois, Hmm. pour pouvoir gagner des points. Parce qu'à mon avis, il y en a deux qui vont se détacher et on arrive souvent en fait à un duel à la fin. Donc, si jamais il trouvait la solution et que il se remettait d'aplomb et que ça y est, ça roulait, tu vois. Je me dis que il faudra marquer des points sur Hunter et Eli, à mon avis, pour pouvoir être dans la course au titre et qu'il y en a deux autres qui vont se détacher. Bon, c'est mon avis. Après, encore une fois, je spécule totalement, mais c'est vrai que dans l'histoire, on voit souvent que ça se termine à deux à la fin. Enfin, c'est rare jusqu'au dernier round d'une bataille à 3, 4 en 450 de mémoire. Donc, ouais, j'espère qu'il va se remettre à gagner rapidement et qu'il sera quand même dans la course au titre. Ouais, Cooper Webb, quand même, je vais attendre un peu avant de dire qu'il va décrocher parce qu'on sait quand même que c'est un mec qui, sur la distance, il a déjà prouvé. Roxanne, ouais, on connaît un petit peu son système immunitaire. Donc, tu vois, s'il était malade ce week-end, déjà, combien de temps est-ce qu'il va mettre à vraiment se remettre de sa crève? C'est la première question. Est-ce qu'il sera à 100% à Daytona ou est-ce qu'à Daytona, il va être encore affaibli? Surtout que Daytona, ça fait partie des pistes les plus difficiles physiquement. Donc, même si maintenant, on est quand même en temps comme les autres finales et plus en tour. Ça reste un terrain qui se défonce beaucoup et qui est plus rapide et qui demande, je pense, plus d'énergie. Après, ça, c'est mon avis d'expert du canapé. mais, euh, Très pertinent, du coup. mais comment? Très pertinent, du coup, ton Bah, analyse. attends, À prendre très au sérieux. c'est pour ça en même temps qu'on se connecte toutes les semaines pour suivre ces analyses, hein. Bien sûr. Non, mais du coup, après, ça reste quand même la course qu'il a gagnée l'année dernière. J'ai vraiment cru qu'il allait nous en gagner une deuxième des Arlington quand même, Roxane. Je me suis dit, ah, ça y est, c'est le moment, il en gagne pas qu'une cette année. Cette année, Ouais. sur la Suisse, c'est au moins deux. Mais parce qu'ils n'ont pas trop mentionné qu'il était malade. Moi, j'en ai entendu parler qu'à la fin de la manche, en fait. Bah, Je j'étais crois même qu'ils pas au en ont parlé courant. vite fait à la télé, à la fin de la course. Après, c'est vrai entre les courses, je zappe hein, tout le blabla et tout qu'il peut y avoir. Donc peut-être qu'ils l'ont mentionné à des moments comme ça, et j'ai pas entendu. Mais du coup, ouais, j'étais assez surpris de découvrir qu'il était malade en fin de manche. Bon, parlons un petit peu quand même Tomac. Tomac qui... Parce que c'était mal barré. Ah non, mais attends, la première séance d'essai, je vois ça, je me dis, oh là 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 là. Là, il va quand même falloir changer quelque chose parce que ça va pas du tout. Deuxième séance d'essai, il arrive à nous sortir un tour qui bat tous les chronos et faire la pole. Après, en hit, pas fou à nouveau. Départ correct. Il va pas plus vite que Savacci. Il se fait même manger par Savacci. Mais de toute façon, il fait une petite erreur qui permet à Savacci de doubler. Mais il se faisait harceler par Savacci pendant toute la hit. Donc, ouais, clairement, encore une fois, pas rassurant. Le départ, mais oh là là, le départ de grand-mère, tout pourri. Tu fais difficile. Il n'y a que Sexton qui a réussi à faire pire, quoi. Et là, va savoir comment. Au final, il sort à peu près 8 et un tour après, il est 4. Donc là, super. Et au final, il s'accroche et il aurait presque pu. Et il est resté pas trop loin d'Hunter, mais jamais vraiment capable d'aller le chercher. C'est quand même une belle façon de sauver des points. Cette deuxième place, elle est un peu inespérée, je trouve, au vu du déroulement de la journée. Ouais, ouais, tu vois que cette année, quand il n'est pas dominateur, il est quand même au rendez-vous. Il arrive quand même à se sortir les doigts pour s'accrocher, justement. Et je trouve que, tu vois, dans des courses comme ça, il prend un peu le rôle de Webb, justement, où il part pas très bien et que, mine de rien, sur la longueur, encore une fois, il fait rien d'exceptionnel, mais que sur la longueur de la manche, bah, il arrive à être pas très loin. Et puis, bah, dès qu'il y a une ouverture, la saisir et se placer deuxième. Donc là, voilà, il n'était pas meilleur et il finit deuxième. C'est sûr que bah, c'est ce qu'il faut faire quand tu veux contester pour le championnat. À l'inverse de Ken Roxen qui, voilà, la semaine dernière, bah, chute et du coup, bon, le kick a eu raison de lui. Du coup, il est parti bien loin, il a perdu beaucoup de points. Et là, quand il craque, tu vois, il finit 4 donc il perd quand même beaucoup plus de points que Tomac. Bah, c'est quand même deuxième. Donc derrière, quand il va gagner, encore une fois, ils vont pas faire que 1-2, 1-2 les deux devant. Donc ouais, je pense que ça va être une bataille jusqu'au bout. Et c'est une bonne perf encore. Et c'est vrai que ce qui était vachement bien avec la piste, c'est que tu avais cet enchaînement après avoir recoupé la ligne de départ où ils n'arrivaient jamais trop à savoir lequel était le plus rapide entre l'extérieur et l'intérieur. Je pense qu'en fait, ça a un peu changé tout au long de la finale, selon aussi l'ornière avant l'intérieur. Il fallait bien réussir à faire derrière la deuxième table pour que l'intérieur soit intéressant. Donc, on a vu les pilotes
essayer à chaque fois, ah mince, il me prend à l'intérieur et il va plus vite, donc je tente l'intérieur le tour d'après, puis en deux trois tours, il tente l'intérieur, puis en final, non, c'est pas terrible parce que c'est difficile à bien exécuter, je retourne à l'extérieur. Pareil pour l'enchaînement où il y avait le trip-trip quadruple, il fallait vraiment réussir à bien faire le premier trip pour pouvoir faire le trip-trip quadruple et sinon tu perdais quand même un petit peu de temps. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, le terrain, il était quand même. Je pense que le terrain a été une des raisons pour laquelle, parce que la course était quand même très stylée. Il y a eu, les quatre sont restés super serrés. Et en même temps, ça s'est bien bataillé tout le long. Je pense que Roxane a aussi un petit peu aidé parce qu'il bouchonnait un petit peu pendant au moins une moitié de course. Mais ouais, mine de rien aussi, cette ils ont la piste était difficile en fait et ils ont eu du mal à trouver les trajectoires les plus rapides et les plus constantes. Pareil dans les whoops, un coup ça sautait, un coup ça driblait, un coup ça driblo sautait. C'était la galère pour un peu tout le monde à part Cole Davis. Et ça me peine quand même. Ça me fait un pincement au cœur quand je vois les top pilotes 450 galérer comme ça dans les whoops et que je vois un Cole Davis qui nous montre que c'est pas les whoops qui sont plus durs qu'avant, c'est juste les pilotes qui sont moins bons. J'avoue que ça me fait un petit peu mal au cœur. Mais en même temps, ça a permis d'avoir une course pleine de suspense. Ouais, c'est clair. Ouais, non, vraiment, la piste, j'ai beaucoup apprécié. Et c'est vrai, là, cet enchaînement, justement, où tu pouvais faire sur les tables, tu perdais, en fait, c'était pareil, là, accepter de perdre au début pour en gagner derrière, parce que quand il faisait derrière la table, il sautait d'une plus petite bosse, du coup, pour faire triple au-dessus d'une grosse. Donc c'était intéressant et ça jouait vraiment à la fin. Tu voyais en haut, tu dis, oh là, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis hop, après, ça allait vraiment de l'avant. Et c'était à la fin, on a vu Roxane, justement, beaucoup fermer la porte sur Hunter Lawrence à cet endroit-là, quand il prenait l'intérieur. Ça a été très proche à plusieurs moments dans ce quart de tour à droite. Et ouais, moi j'ai apprécié vraiment un peu l'entièreté de la piste, même l'enchaînement, comme tu disais, où il y avait trip quad. Derrière, c'est déjà sympa de voir un quad parce que ça faisait un gros saut, mine de rien. Et puis même le triple, je parlais de flow justement, je trouve que quand ça sortait le triple au-dessus d'une grosse, parce que la troisième était grosse là dans cet enchaînement, trip quad, c'était beau quoi. Ça allait vraiment juste derrière là, c'était, tu vois, on en parlait un peu en plus de faire des sauts un peu plus raides avec la bosse pointue où tu vas vraiment épouser. Je trouve que ça le faisait un peu sur ce saut-là, cette réception qui était haute. Donc c'était sympa. Après, au niveau des whoops, est-ce que encore une fois, c'est les pilotes qui sont moins bons qu'avant ou un Cole Davis tu vois, là, j'aurais aimé avoir un Jet Lawrence sur la piste et pouvoir comparer justement Jet Lawrence 450 qui est très bon dans les whoops, très propre, très similaire à un Cole Davis et Cole Davis, tu vois, en 250 qui effectivement dans les whoops, enfin pour lui c'est comme s'ils étaient tout neufs et c'était une ligne droite. Donc ça aurait été vraiment intéressant de voir ça. Mais déjà Ouais, mais comparé, même, t'imagines un Reed ou un James de la grande époque et il passe pas dans les hoops comme Thomas, Roxane et Webb, tu vois. Alors après, peut-être que Stewart, à la mi-course, il s'en met une. Ça, c'est voilà, aussi tout c'est ce à que fait j'allais possible. dire. C'est Mais accroché au Reed, guidon et droite gauche plusieurs fois, tu brûles un cierge, tu vois. Reed, je suis sûr que lui, il te les prend aussi vite que Davies pendant toute la finale 450. Reed, pour le coup, Ouais, lui, il était toujours très stable dans les hoops, toujours très bon. Peut-être parfois un poil moins vite que Stewart, mais toujours beaucoup plus constant. Et ouais, enfin, Stewart, tu sais, il aurait pris des. Je l'imagine trop, il aurait pris des coups de raquette dans la roue avant et puis il en aurait dribblé trois sur la roue arrière. mais c'est ça, il serait rentré en sautant. Tu lui demandes, ouais, alors toi, tu fais quoi? Tu touches la deuxième? Tu touches pas la deuxième? Tu vas directement sur la toile? Ouais, gros, moi, je soude. Et ça m'amène là où ça m'amène. Et des fois, je saute, des fois, je dribble, des fois, je suis sur la roue arrière, j'en sais rien. Me pose pas de question, il n'y a pas de stratégie. C'est je rentre en 4 et je suis à fond, c'est tout. James, il Euh, aurait dit à un mec, il y a combien de whoops? Le mec, il lui dit 11, il dit, tu vois, ça, moi, je le sais même pas. je te jure. Non, alors qu'un Davis, tu vois, à chaque fois qu'il passait devant, là, tu voyais que c'était propre, quoi. Sur les crêtes, t'as vraiment l'impression qu'ils étaient neufs, en fait. Mhm. J'avais l'impression que c'était le Supercross de Paris. Mhm. Les whoops au rouleau, tout neuf. Quand lui il passait dedans, la moto, elle bronchait pas. Il n'y avait pas de droite-gauche. Ouais, impressionnant. Alors que d'autres, bah voilà, tu voyais des moments où ça piochait, ça allait un peu profond, du droite-gauche. C'est D'ailleurs, normalement, je crois que je sais plus qui est-ce qui passe Davis justement dans les whoops où on a vraiment le plan là pendant la finale où Mhm. c'est un pilote Kawa, je crois. Bah, ça devait être Adams. Peut-être Adams. Ouais. Et qui justement, tu le vois lui un peu en galère, droite gauche machin, et puis lui tu le vois passer ouah, derrière autoroute quoi. L'autre il était Mhm. sur une départementale sinueuse avec des nids de poules. Donc non franchement ouais très impressionnant. Bon, ce week-end, Daytona. Et c'est quand même. T'as vu ce que je t'ai envoyé sur Instagram ou pas? Il y a Non quelqu'un je qui crois a pas. mis comme un screen de la page Wikipédia du Supercross de Daytona, enfin du Daytona Motor Speedway, et dans propriétaire, il y a écrit Eli Tomac. Donc bon, c'est un peu sa maison quand même à Tomac, 7 fois vainqueur à Daytona. Il part pour une potentielle 8e victoire.
Euh, pour Tomac, c'est quand même s'il est 4 points derrière, je trouve que c'est l'opportunité, encore une fois, de, de marquer un petit peu plus sa domination sur le championnat, même si au point, il n'est pas encore dominateur. Mais ce que je vois pour lui, en fait, si on cherche des positifs pour Tomac, c'est que même si c'est Hunter et qui est en tête du championnat qui a gagné, à nouveau, on a encore eu un nouveau vainqueur. En 450. Donc tous les autres pilotes n'ont qu'une seule victoire, là où lui, il en a 3. Et s'il gagne, il en aura 4, là où tous les autres en ont qu'une. Je pense qu'on a un petit peu eu tous les vainqueurs différents qu'on aura cette année. Plessinger, il n'a pas l'air dans la dynamique où même si on avait une course dans la gadoue, il irait la chercher. Après, ça peut encore évoluer. Il reste quand même... on était quoi là. Il nous reste 12 courses. On était à la 7e épreuve. Mais tu vois, Malcolm Stewart, on avait le Malcolm Stewart un petit peu du Supercross de Paris. J'ai trouvé aux essais et en hit, ça s'est pas tellement traduit en finale. Il prend un tour d'ailleurs, je sais pas s'il tombe ou pas, Malcolm Stewart, je me souviens pas trop. Mais ouais, je pense que les 5 pilotes qu'on a vu gagner, donc Sexton, Tomac, Webb, Roxen et Lawrence, c'est les 5 qui vont encore gagner d'autres courses cette année. Et, euh, et donc en fait, si Tomac gagne, il va faire 4 contre 1 pour tous les autres, alors que s'il perd, ça réduit l'écart où lui, il en a 3 et il y aura quelqu'un d'autre qui en aura 2. Et donc d'un seul coup, ça devient beaucoup plus serré aussi à ce niveau-là, tu vois. Et c'est pas... les points sont un petit peu liés aussi à ça, évidemment, mais je trouve que c'est plus sur le psychologique. Si tu sors de Daytona, 8e épreuve, et que tu te dis j'ai gagné la moitié des courses, et les courses que j'ai pas gagnées, ils se les sont partagées entre 4 gars, toi, en tant que pilote, tu te dis je suis quand même dans une bonne posture, et les autres, ils te regardent tous en disant lui, il faut quand même faire quelque chose parce qu'il est chaud. Ouais, et surtout, même, je compléterais en disant que les courses qu'il a pas gagnées, il était par terre. De mémoire, enfin, là où il a fait Bah, c'est vraiment ces mauvaises opérations et hmm. pourquoi il se retrouve deuxième au championnat alors qu'il a 3 victoires, c'est qu'il a chuté et qu'il a réussi quand même à remonter, parfois dans la douleur ou après un par l'avant. Là, c'est aussi le mental qui joue, même si toi, ça va au niveau du corps. Donc, il y a ça aussi qui rentre en compte. Et effectivement, une victoire de plus, c'est te dire bah, j'ai plus de victoires que tout le monde. Et en plus, voilà, si je regarde les points, oui, je suis pas largement en tête ou je suis pas encore en tête, mais si je le suis pas, c'est parce que moi j'ai eu des vrais jokers là où Hunter, voilà, n'en a pas eu. Sa pire perf, c'est 4 du coup à Hunter. Hmm. Donc, euh, donc voilà, mais il le disait aussi en conférence de presse que c'est difficile d'avoir des gros écarts de points parce que tout le monde est très constant justement dans ses résultats. Donc c'est sûr que quoi qu'il arrive, même si tu penses championnat, bah, c'est pas toujours celui qui a le plus de victoires dans le championnat. Et je pense qu'il connaît bien ça, du coup, Tomac, qui l'emporte à la fin et que son objectif reste quand même le championnat. Donc, mine de rien, est-ce que lui, tu vois, ça va le conforter en se disant ah, c'est moi cette année, je suis chaud. Enfin, voilà, j'ai 4 victoires, j'ai la moitié des victoires par rapport aux autres. Je sais pas, tu vois, si ça va vraiment le renforcer mentalement parce que il a connu un paquet de saisons où il en gagne des finales et il gagne pas le championnat derrière. Ouais, mais souvent, ces championnats où il gagne un paquet de finales et pas le titre, il perd beaucoup de points dès le début et il est tout le temps en train de rattraper. Et c'est aussi ça, c'est qu'il gagne beaucoup de courses, mais il a plus grand chose à perdre à ce stade du championnat. Et moi, je trouve que en fait, du coup, c'est vraiment en fait le moment là Daytona où il a l'opportunité soit de vraiment prendre le contrôle du championnat au niveau de la dynamique, pas forcément au niveau des points, mais au niveau de la dynamique, ou alors au contraire c'est l'occasion pour les autres de montrer que non, non, on va te contester et on n'est pas prêt à te laisser prendre de l'avance et partir t'envoler tout seul en tête du classement, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que ce week-end, il est quand même très très intéressant. Surtout que, tu sais, moi dans ma tête, je me dis, ouais, c'est Daytona, Thomas, qu'il est trop chaud à Daytona et tout, ça va le faire, tu vois. Mais de l'autre côté, je me dis, il a déjà gagné 7 fois à Daytona, c'est plus que n'importe qui. Gagner une 8e fois, c'est presque inespéré, tu vois. Enfin, qui gagne 8 fois à Daytona? Personne ne l'a encore fait. Donc, il essaye d'écrire l'histoire à chaque fois qu'il monte sur la moto. Et c'est pas quelque chose de facile, même pour Eli Tomac. Donc, d'un autre côté, tu sais, à chaque fois quand je vois des courses comme ça, je me dis, j'ai envie de le voir, mais j'ai du mal à croire que ce soit possible. Là, non, c'est clair. Non, bonne théorie, bonne théorie. Et c'est ça aussi, tu parlais de... C'est plus mental et psychologique quand tu te relèves du par l'avant de repartir à l'attaque même si t'as pas mal. Et c'est ça que j'admire chez des mecs comme Tomac, mais Roxen c'est un peu la même chose, même s'il a un petit peu moins accompli dans sa carrière. Mais c'est des mecs qui... Il a 33 ans, il a déjà gagné tout ce que tu peux gagner dans ce sport, il a gagné. Il est millionnaire. Et le mec, il vient se mettre des par l'avant. Moi, je serais par terre à son âge
dans sa situation, je me dirais, mais qu'est-ce que je fais là? C'est n'importe quoi. Je prends des risques pour rien, quoi. C'est aucun intérêt. Et c'est pour ça que lui, il est sur la moto à gagner des finales et que moi, je suis dans mon canapé à en parler. C'est parce que lui, il est là et il se relève et il réfléchit même pas et il y va et il veut juste gagner une course de plus et un titre de plus. Franchement, c'est une détermination et un engagement que j'admire chez tous les athlètes de haut niveau qui sont en fin de carrière et qui continuent de performer au meilleur niveau, quoi. Ouais, mais à la fois, enfin, justement, imagine, par le fruit du travail, en plus, tu prends un premier million. Est-ce que tu as envie de t'arrêter? Et t'en prends un deuxième, et t'en prends un troisième, et non, en fait, t'en veux toujours plus. Donc à la fois, en vrai, tu te dis, bah, ouais, il pourrait se reposer et aller se poser, mais il se dit qu'il pourrait aussi avoir tout un garage de Porsche, GT, machin, une de chaque couleur dans le garage, tu vois, qui pourra mettre à l'abri des générations derrière lui, qui pourra, je sais pas, s'acheter un royaume. Je sais pas je sais Non, pas quel mais est son objectif derrière, tu vois, mais bon, tu te fixes toujours des objectifs. Clément, sur L'après, quoi. Instagram, Jet, tu le vois rouler en Ferrari, se faire un petit peu plaisir et tout. Il y avait une vidéo sur YouTube où je sais plus où c'est dans une interview où il racontait qu'il avait acheté des roues pour sa voiture et qu'il avait commencé à les monter. Il attendait même pas son frère. Après, son frère est arrivé, lui dit qu'il l'a monté à l'envers, tu vois. Genre, mais Tomac, le peu que tu vois, il va chasser dans les forêts du Colorado, il fait du vélo et il élève des vaches. C'est les millions qu'il a gagnés, il a déjà plus que ce qu'il a besoin, tu vois. C'est Bah, et à la fois, non, regarde, il vient quand même avec une petite Porsche, tu vois, qui, je sais pas combien elle coûte, mais je crois que on est quand Tomac, il est venu même. avec une Porsche. Ouais, il vient. C'est à quelle course qu'il est venu? T'as pas vu la photo là? Bah, je crois que c'est même le Big qui avait publié, je sais plus, bon Non, j'ai bref, pas sur vu. Insta là, il a une verte pomme, elle est sa Porsche GT, je sais pas quoi là, Ah ouais? une belle voiture de course quoi. On est dans les 300 000 je crois pour une voiture comme ça, tu vois. Donc Putain, il c'est se fait quand quand même même. 3 finales de SX à gagner. Ouais, il se fait quand même plaisir le garçon, et donc bah, même s'il est pas très réseau exposé, ma richesse ou ce que j'ai ou ce que je kiffe, je pense que les vaches, il les traite mais avec du matériel neuf, tu vois, en or. J'en sais rien, mais non, et puis voilà, tu veux, et ne serait-ce que des chiffres sur un compte. Moi personnellement, j'aime bien les chiffres, tu vois des chiffres augmentés, je pourrais rester des heures à regarder des chiffres augmentés comme ça, surtout quand c'est moi et puis que je peux faire des choses pour les faire augmenter encore plus vite. Voilà, ça te donne encore envie. Et puis, encore une fois, je pense quand même qu'ils aiment rouler, les gars, Oui, pour parce que c'est- quand tu es par terre à Houston avec ta KT sur le dos, je peux te dire que tu dis que la Porsche, tu l'as déjà et que tes millions, tu pourrais utiliser tes millions pour gagner d'autres millions, que tu plus besoin de venir te mettre une KTM sur le dos, tu vois. Ouais, mais à la fois, voilà, c'est pas forcément ce qu'il sait faire non plus. C'est pas ce dans quoi il est. Alors après, ça s'apprend, hein, c'est comme tout. Mais bon, par contre, piloter une moto, il sait le faire. Il gagne des millions, il peut encore en gagner du coup en pilotant sa SXF que de temps en temps, il la prend sur le dos. Et donc, du coup, je pense qu'il se dit, ouais, non, on y retourne. Je suis encore au top. Je gagne encore des bons ronds. Et puis, je pense que de monter sur un podium, etc., gagner des victoires, c'est quand même le prestige, un plaisir, et que tout ça réuni, ça motive à continuer, même quand tu te prends des bonnes pelles. C'est vrai que moi, contrairement à ça, tu vois, quand je me prends des bonnes pelles, ouais, je remets toute ma vie en question. Je me dis, mais pourquoi je fais ça? Parce que moi, ça me coûte des millions, ça, j'en gagne pas. Et derrière ça, je joue ma vie à chaque fois que je monte sur une moto. Donc, moi, je me les pose, les questions. Bon, pour Daytona, donc on a déjà dit, hein, c'est un peu la maison de Tomac. Cependant, Hunter, il a quand même eu plus de succès en motocross qu'en supercross en 450 jusque-là. Daytona, même si c'est quand même une vraie piste de SX maintenant, ça reste peut-être celle qui se rapproche le plus d'une piste de MX, surtout à cause de la terre et de à quel point ça se détériore. Est-ce que c'est quand même Tomac ton favori pour le week-end prochain ou est-ce que tu penses que Hunter, qui en plus est sans complexe et a maintenant gagné sa première course, il peut aller en chercher une deuxième de suite? Ouais, je vais pas être très croustillant, mais j'ai envie de te dire ouais, qu'il peut. Je vois un Roxen. Alors, je savais pas, moi qui étais malade, mais si en tout cas il l'est pas plus, tu vois, bah effectivement, c'est là qu'il a gagné l'année dernière, donc ça peut le faire aussi pour lui. C'est ouais, j'ai du mal à me positionner franchement entre ces trois-là, et encore, tu vois, je dis ces trois-là et puis bah, c'est pareil, tu peux quand même penser à Webb, un de ces quatre. Alors après, pas spécialement pour Daytona du coup, parce qu'effectivement, ça s'apparente à du motocross et que Webb n'est pas un spécialiste du motocross, en tout cas en 450. Même si on sait qu'il Mais est très motivé pour aller battre Tomac à Daytona. Ça fait des années qu'il a envie de lui en arracher une. et à la fois un Justin Cooper qui peut-être va aussi, là il fait cinquième, il a fait podium la semaine dernière, peut-être qu'un Justin Cooper avec un all shot, parce qu'il y a des whoops là à Daytona.
Ouais, ouais, il y a des Mais hoops. bon, des hoops détériorés qui vont se sauter, tu vois, Je sais potentiellement. pas, Donc, souvent ils utilisent la terre un peu plus dure pour les hoops. Après, oui, ça va se détériorer quand même, bien sûr. Est-ce que ça va ouais, se donc. sauter? Pas toujours. Mais bon, enfin, je parle de Justin Cooper, tu vois, là, c'est pour faire un peu comme les Américains, parler, dire que tout le monde peut gagner. Mais, Ah, le truc que j'adore, quoi. mais je pense aussi à Sexton, ma foi, tu vois. Et puis Joey Savacci qui dépasse un Tomac dans une hit, ma foi, pourquoi pas. Donc, Puis Plessinger, plus le terrain est pourri, meilleur il est. exactement. Et puis, et si Dylan Ferrandis, ça y est, il partait pour un roll shot et puis il était énervé, il bouchonnait tout le monde, il ferme les portes et tout, ça pourrait le faire aussi. Donc, Et non, Stewart en Vince Freeze, Floride, il est attends, à attends, attends, domicile. attends. Vince Freeze, 15e là, de cette finale. Vince Freeze, ça peut le faire. Il a arrêté de finir 20e et 19e, ça peut le faire maintenant. Il est en Eh, progression on sait qu'il est constante. capable de faire un all shot, Vince Freeze, hein. Ouais, et puis bouchonner aussi, il sait faire, donc ma foi. Non, plus sérieusement, ouais, je sais pas. J'ai Attends, envie de dire Tomac, mais à la fois je me est-ce dis que tu peux Tomac, ça juste fait me dire beaucoup. Vince Freeze peut gagner Daytona? Comme ça, je le mets avec les petites guillemets sur la vignette. Ah, ben bien sûr, Vince Freeze peut gagner Daytona, en mobilette, même. Euh, Non, mais Tomac, j'ai envie de mettre un billet sur Tomac, mais je me dis, ça ferait beaucoup quand même, 50% de victoire sur le championnat, une huitième victoire à Daytona. À un moment donné, c'est chaud, tu vois. Mais je le vois bien quand même, donc je sais pas, j'arriverai pas à me décider. Ouais. Ça me fait penser à. Est-ce que tu as vu cette vidéo des JO d'hiver où il y a quelqu'un qui demande à une skieuse qui a fini deuxième, je crois, en freestyle, un truc comme ça, est-ce qu'elle voit ça comme deux médailles d'argent gagnées ou deux médailles d'or perdues? Et donc, elle le prend un petit peu mal. Puis après, elle lui explique que gagner une médaille aux Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et de très, très dur à faire. Et qu'en gagner 5, comme elle l'a, parce que donc elle a quelques médailles d'or et en tout, elle a 5 médailles. Elle dit en gagner 5, c'est exponentiellement plus dur parce que chaque médaille est tout aussi dure à obtenir, même si les attentes des gens, elles, augmentent au fil du temps. Plus elle gagne, plus les gens s'attendent à l'avoir gagné. Mais pour elle, chaque victoire, les victoires d'après viennent pas plus facilement, tu vois. Hmm. Et ça me fait penser à ça, en fait, Thomas, c'est qu'il doit une huitième fois faire ce qu'il a déjà fait de 7 fois et qui est déjà super dur à faire. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. C'est pour ça que ça me donne envie de dire non, ça va pas le faire pour Tomac, mais à la fois, si tu penses juste à cette année, il gagne, il est bon, etc. Donc pourquoi pas? En fait, tu vois, j'ai l'impression carrément Ouais. que c'est. Ben là, moi, ça fait l'effet inverse. C'est de par sa réussite, j'ai envie de pas le mettre vainqueur. Parce que je me dis non, ça fait trop, c'est un Mhm. record trop élevé, Ouais, c'est ouais, trop dur à faire, tu vois. je suis Donc, d'accord. enfin, comme un Jet Lorenz qui te fait le grand chelem, à la fin, tu as envie de lui dire, enfin, non, la dernière, tu te dis c'est bon, il va la gagner. Mais Ouais. avant ça, tu te dis, non, il va pas en gagner une cinquième épreuve de suite quand même, tu vois, il en a Tu déjà dis, il va gagné quatre. crever ou avoir Mais oui, il un va se truc, passer tu quelque sais. chose, il va chuter. Bon, et puis même quand il avait pu chuter, il l'a quand même fait. Mais ouais, c'est vrai que au final, moi, ça me fait un peu l'effet inverse là, c'est que je m'attends pas forcément. Évidemment, j'y pense. En fait, ses résultats précédents me font le mettre automatiquement dans la boucle. Et même s'il n'était pas là au point, je pense, tu vois, même si c'était, je sais pas, à la place de Plessinger, admettons, Mhm. sur ce début de championnat, Taylor et Tomac, on arrive à Daytona. De par le passé, j'ai envie de penser à toi quand même pour la victoire à Daytona. Mais là, qu'il est dans la course au titre et donc bah, c'est plus qu'au goût du jour qu'il puisse gagner, bah, j'ai envie de me dire, ouais, mais t'as déjà gagné tant de fois avant, ça va être chaud de gagner une fois de plus. Donc, ouais, Mhm. je suis partagé. Puis pour terminer avec Tomac, moi, la petite réserve aussi que j'aimais vis-à-vis de Daytona cette année, c'est que pour l'instant, cette année, sur la KT, j'ai trouvé quand même qu'il avait l'air moins à l'aise sur les pistes plus molles et avec beaucoup d'ornières que sur les pistes plus dures. Et notamment, à commencer par Anaheim 2. Seattle, il la gagne, mais parce qu'il prend un bon départ et qu'il est quand même assez malin et il adapte bien ses trajectoires tout au long de la finale pour garder les trajectoires les plus efficaces et les plus rapides. Et là, ce week-end encore, tu vois, il se fait battre à la régulière sur une piste truffée d'ornières plus délicate et il avait l'air de manquer de confort tout au long de la journée. Donc, bon, on sait que Daytona, c'est une terre qui est parfois un peu sablonneuse et de toute façon qui se défonce toujours beaucoup, qui se creuse énormément. Et donc, j'espère qu'il a testé et qu'il a des réglages qui vont lui convenir dans ces conditions. Mais de ce qu'on a vu cette année, j'émets une petite réserve quand même. Ouais, mais à la fois, je trouve que c'est pas propre à cette année qu'il a un peu plus de mal sur les terrains mous et truffés d'ornières. J'ai l'impression que ces dernières années, c'était un peu le cas aussi, qu'il était moins performant quand même quand il y avait des grosses ornières et profondes que quand le terrain était un peu plus dur. Ouais, je suis d'accord. Bon, si on parle un petit peu plus de la catégorie 450 là, avant de se quitter, je voulais faire une petite mention de Joey Savacci qui a bien roulé, à Dylan Ferrandis.
Alors, comme d'hab, ça roulait bien, mais ça va trop haut. Quand il se fait doubler par Sexton sur le saut d'arrivée, je pense que c'est en finale parce que j'en parlais à Steph et j'ai reculé. Je lui ai dit: «Regarde, on en parle tout le temps, mais c'est hallucinant». Dylan, il saute tout droit super haut. Sexton, il scrub un petit peu, mais surtout, parce qu'il met pas la moto à plat non plus, mais il fait tout ce qu'il faut pour avaler la bosse et puis, rester le plus bas possible la différence, elle est flagrante, quoi. C'est que la tête de Sexton, elle est au niveau des épaules, voire presque du nombril de Dylan sur le point le plus haut du saut, quoi. Ah ouais, non, c'est clair. Bah, Et ouais, ouais, comme d'hab. Enfin, tu vois, c'est dommage parce que Ferrandis, il arrivait avec des attentes peut-être de top 5 et même de podium en début de saison au vu de comment il était à l'aise sur la moto et que en fait j'ai l'impression qu'il est vraiment dans une dynamique de venir prendre ses derniers ronds sans prendre trop de risques justement sur la piste et de pas forcer quoi, d'être présent, voilà, d'accrocher des top 10, prendre son petit chécos tant qu'il peut continuer de faire du top 10, se qualifier en finale et prendre des chèques. Et sans plus, tu vois, justement, il n'y a pas cette recherche de vitesse, de rester bas, de gagner du temps et vraiment de se battre. Parce qu'il y a des fois, tu as l'impression un peu qu'il essaye d'accrocher le gars devant ou quoi, mais sans trop le faire non plus, tu vois. Enfin, mmh. ouais, je trouve que c'est, je montre un peu, mais en vrai, je suis pas convaincu que je peux l'accrocher ou que je peux le dépasser ou que je peux le suivre. Et c'est dommage parce que surtout un Sexton là, euh, bah, il était pas, enfin, c'est pas le Sexton des grands jours qui domine, etc. Donc là, tu as moyen de te battre réellement avec, tu vois. Et ouais, les sauts, c'est dommage que ça cherche pas à aller plus bas, à amortir et à gagner du temps. Mais surtout, ce qui est fou, c'est que là, on parle du saut d'arrivée, tu vois? On parle même pas d'un enchaînement. Que tu fais le on-off, puis là, le trip, tu sautes super droit, ça se voyait la transition, elle était quand même, énervée, la bosse était raide et moi, à chaque fois que je voyais les mecs atterrir, je j'étais gainé pour eux, tu vois? Parce que je me suis dit: «Moi, j'y arriverai là-dessus», mais tous les tours, j'aurais peur de me faire éjecter, un peu comme un Faulkner quand il s'est explosé, à Arlington, justement. Donc heu, donc là, je comprendrais, mais c'est vrai que sur le saut d'arrivée, la transition de l'appel, elle est douce, il y a rien derrière. Tu peux enfin, s'il y a un saut que tu vas amortir, c'est celui-là, quoi Ouais, clairement. et du coup, ouais, c'est quand même hyper surprenant. Et sinon, je voulais parler de Jordan Smith, qui a fait son début en 450, pour Triumph qui nous a fait du Jordan Smith, fidèle à lui-même. Et il a fait quoi, lui? Je me souviens plus. Il est tombé? Mais il s'est tollé dans les whoops, je crois, et il finit 19e, 2 tours derrière, mais je pense qu'il a fini la course. Meilleur temps au tour, 50 secondes, donc pas trop, trop mal. C'est le même temps au tour que Christian Craig, même un poil plus rapide. Donc en termes de vitesse, pas ridicule, bah, Jordan Smith, hein, de toute façon. Mais ouais, les roues en l'air et le guidon le guidon au sol, quoi. Ouais, c'est dommage. Et Faulkner qui, devait revenir n'est toujours pas de retour, donc je sais pas combien de temps. Swole, bah, on va y venir après, mais 250 pareil du Swole quoi, ça finit par terre. Et il finit d'ailleurs l'année en 451, Faulkner. Je crois que ça a été Ouais, officialisé là que. OK. Il va faire tout l'outdoor en 450 aussi? Sans doute, du coup, en tout cas, le Supercross, il est prévu de revenir en 450 et de finir la saison en 450. Après, ils n'ont pas parlé de l'outdoor sur ce que moi j'ai vu. Mmh. Mais je J'aime sais bien pas. parce que, c'était Jason Wagen qui dans un récap disait, pour Jordan Smith qui est quand même un exemple de régularité et de stabilité: «Donnons-lui une moto plus puissante, moins maniable et plus lourde et ça va bien se passer». Et même histoire pour Faulkner, hein, honnêtement, tu vois, on en avait parlé avant le début ou à la première épreuve, je te disais: «J'ai peur pour Faulkner. J'ai peur qu'il se fasse mal avec la 450 et tout, que ce soit pire qu'en 250». Alors pour l'instant, c'est pas pire, mais bon, enfin clairement, c'est pas mieux. Je pense que c'est des pilotes, Smith ou Faulkner qui en fait, arrivent un peu à s'accrocher et à rouler à la détermination en 250, mais c'est quelque chose qui en 450 peut coûter vite très cher et qui fonctionne pas tellement non plus, à mon avis. Ouais, ouais, non, c'est sûr que leur style de pilotage, ça fait un peu peur. Après, il y a des fois, je me dis, en soi, enfin, tu les vois, les pilotes pro, quand ils passent d'une 250 à une 450, c'est quand même pas comme nous, tu vois, c'est pas le même step que nous. Même si tu leur Mmh. rajoutes, je sais pas, 10 kilos, tu vois, entre une 250 et une 450, et plus de puissance, je trouve quand même qu'on arrive à les voir.
assez aisément monter sur une 450 et faire les mêmes choses ou même être plus rapide, tu vois, sur une 450 qu'une 250 quoi qu'il arrive. Que ce serait pas le cas pour nous, tu vois. Moi, je pense que je monte sur une 450, je fais pas un meilleur chrono que sur une 250 Hmm. parce que je serais beaucoup moins à l'aise, parce que ça va me tirer beaucoup plus sur les bras, c'est beaucoup plus lourd et je vais le ressentir directement. Mais mais ouais, enfin, parce que les deux, au final, font la même chose qu'en 250. En 250, ils se satellisaient pareil. Donc en soi, est-ce que le fait que la moto soit plus puissante, tu vois, ça allait aggraver la chose? Je sais pas. En tout cas, ça l'a pas changé. On Hmm. trouvait que Faulkner roulait quand même un peu plus. Moi, je trouvais que sur les vidéos Instagram, c'était plus doux sur la 450. Après, voilà, c'est des vidéos Instagram sur le terrain d'entraînement, tout neuf, etc. Et au final, bah, ça a fini par terre. Donc, mais ouais, choix étrange. Après, dans ce que j'avais lu, moi, il disait qu'il va rester en 450 pour continuer de développer la 450 justement de chez Triumph. Donc, je me dis, est-ce qu'il se dirige pas lui vers un contrat de testeur, tu vois, de moto, Hmm. plus que de pilote officiel et qui va essayer de décrocher des victoires, des titres. Je sais pas, mais je pense qu'il y a eu un tournant, en tout cas lui dans sa carrière là, avec ce passage chez Triumph et surtout c'est sa dernière blessure aussi. Hein, sans doute, je pense que ça a joué. Hein, c'est pas juste le passage de la Kawa à la Triumph qui explique ces résultats qui sont bien en dessous de ce qu'il faisait avant. Donc ouais, je pense que Faulkner, on va plus s'attendre à le voir devant là. Ouais, bah, mais pour Faulkner, c'est un tout. Effectivement, il y a la dernière blessure qui a été quand même assez costaud. Il y a eu l'opération au crâne, le changement de. Tu passes de chez Kawa Pro Circuit où tu sais que le programme est fait pour gagner et qu'il est déjà prouvé, le programme, à tu vas chez Triumph où ils t'embauchent pour essayer de gagner, mais en même temps, personne ne l'a jamais fait avec eux, donc tu sais pas trop à quel point c'est possible. La Et tu naissance peux te trouver des de son excuses du coup. enfant. Donc je pense que ouais, tu peux trouver des excuses après, même si je pense pas qu'il y allait pour se donner une excuse pour perdre, tu Non, vois, mais mais instinctivement, encore une fois, tu vas dans oui, une moto que tu dois développer. Enfin, pour moi, c'est comme Ferrandis avec Honda. C'était quoi Honda Phoenix. Phoenix. Pour moi, c'est la même chose. C'est que tu vas dans un team justement où il y a personne qui gagne dessus. Donc déjà, toi, quand tu fais cinquième, tu fais le meilleur résultat que. Donc déjà, on te congratule. C'est ah bravo machin. Nan, nan. Donc ça te met dans une dynamique où voilà, et encore une fois, avec ce qu'on me donne, personne n'a prouvé que c'était possible de gagner. Donc peut-être que bah moi j'ai déjà gagné, donc peut-être que c'est pas parce que moi je j'y arrive pas, tu vois. C'est peut-être que la moto, bah voilà, le châssis à cet endroit-là, le moteur, il y a quelque chose qui manque ou quelque chose qui me convient pas pour être aussi performant que ce que je l'ai été. Mais pas voilà, je pense pas que ce soit un choix de signature en se disant bah au moins j'aurai une excuse si je gagne pas cette fois-ci quoi. Bon, autre chose pour les 450 là, avant qu'on aille plus en détail dans la catégorie 250. Non, écoute, c'est tout, hein. Ah, juste, si, je voulais dire là, Hampshire qui est pas revenu ce week-end. Il devait revenir ce week-end. Bah, il était juste malade, lui, la semaine Ah non, non, dernière. non, il s'est blessé à l'entraînement, Hampshire, il Ah s'est oui, cassé oui, le pied. le pied, ouais, c'est vrai, j'ai vu Ouais. passer aussi. Et oui, exact. Je crois qu'il est tombé et que le guidon lui a tapé le pied et lui a cassé le pied. Ouais, Je il sais plus roulait en quel os Crocs ou dans le quoi? pied, mais comment? Il roulait en Crocs ou quoi? En claquette chaussette. Bon, c'est tout pour la catégorie 450 avec MGT Design et MGT Design Racewear. N'oubliez pas de les contacter sur Instagram pour vos kits déco 200% perso et pour les tenues de cross. Tenues de cross ajustées. Bon, la coupe en fait est bien ajustée. Après, vous pouvez adapter la taille pour ce que vous aimez. Hein, mais si vous voulez être moulé comme Jet ou Barcia, bah, MGT Design, c'est le meilleur choix. On va passer à la catégorie 250, MGT Design Racewear bien sûr. Et victoire, la rédemption de Pierce Brown un an après. Euh, Moi, en catégorie 250, je trouve quand même qu'il y en a pas mal. Je regardais surtout aux essais. Je pense à Brown, je pense à Hamaker, Bene que j'ai pas trop vu, Adams un petit peu aussi. C'est à la limite à chaque fois de se foutre par terre quand même. Ça roule vite, mais ça accroche des trucs. C'est Hamaker, il est super mobile sur la moto et en même temps, il est super raide, je trouve. Ben, ouais, à Genre, ma il cœur. bouge beaucoup sur la moto, mais en même temps, t'as l'impression que c'est un bloc, tu vois. Genre, il se fait parfois chahuter de gauche à droite et tout. C'est pas comme, tu sais, Jet où il y a de la souplesse, où le bassin va partir, les épaules sont toujours droites dans la direction où il veut aller ou quoi, tu vois. À ma Ouais, non, cœur, il est assez compact, ouais. quand même. Petit et compact, il fait un peu petit trapu même sur la Mm, moto, je trouve. Et effectivement, il manque peut-être un peu de souplesse. mm. Il Mais devrait par être un peu contre, il plus bouge guimauve, du énormément, coup. il est très mobile. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, ouais, c'est des pilotes où, enfin, quand je les vois faire un tour chrono aux essais, je serre les fesses quand même. Oui, j'ai pas vu les essais, moi, là, des deux catégories
ce week-end. J'ai vu que les courses. Mais non, c'est vrai que. Et Benick, moi, ça me l'a plus fait avec Benick. Quand j'ai vu Mhm. Benick rouler en finale, je me suis dit, waouh, le gars est accroché. Mais à la fois, ça revenait, quoi, sur les gars devant à chaque fois, à certains moments. Enfin, même en qualif, je crois qu'on le voit un peu accroché au guidon et revenir sur les gars. Je me souviens plus exactement si je confonds pas finale et qualif. Mais j'étais étonné parce que c'est vrai que au début, je crois que c'est en qualif, il se fait doubler assez facilement et je me dis. Ah ouais, il a pas envie quoi. C'est Mhm. un peu. Je me suis dit, c'est chez Husky, on doit leur dire ça. Laissez-vous doubler les gars parce que ça m'a fait penser un peu à son coéquipier de l'autre côte. Là, j'ai mangé son nom, Di Di Francesco. Francesco. Voilà. Que je me suis dit, lui, il est là. Il a pas envie d'être là quoi. C'est allez-y les gars, moi je fais mon petit truc quoi. Je suis à l'entraînement, laissez-moi rouler. Et à l'inverse, après, du coup, je sais pas si c'est la deuxième partie de la qualif ou en finale, où je l'ai vu revenir un peu sur les pilotes de devant, accroché au guidon, dans les whoops, pareil, il faisait le 2-2, des fois il sautait dans les whoops, mais il sautait un peu court, un peu long, un peu en arrière, etc. Je me suis dit, oh, s'il se fout pas par terre, lui. Et je l'ai vu du coup avec un peu plus d'envie et pas si mal. Donc au final, ça m'a un peu changé mon point de vue tout au long de la soirée sur ce pilote. Mais ouais, non, c'est vrai que c'était un peu accroché au guidon, quoi. D'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais donc avant d'entrer plus en détail sur les pilotes, parce qu'il y a eu quand même deux controverses au Supercross d'Arlington, parce qu'il y a eu donc Tomac, Roxen et Webb qui sautent sur un drapeau à Croix-Rouge, et ensuite il y a eu aussi Joe Shimoda qui a enroulé, là où Pierce Brown lui n'a pas enroulé derrière, etc. Donc Lama a quand même fait une déclaration officielle hier à ce sujet-là. Donc pour le drapeau à Croix-Rouge, je crois qu'ils avaient modifié la règle suite à la pénalité qu'avait eu Jet Lawrence au Triple Crown à Saint-Louis, où au moment de l'arrivée, il y avait eu un drapeau à Croix-Rouge et Jet avait sauté. Et il disait que c'était juste après un virage et qu'en plus, ils prennent le saut à gauche parce que c'était la trajectoire de course et que le drapeau était à droite et qu'ils ne l'avaient pas vu et que c'était un petit peu exagéré de lui demander de le voir à tout prix alors que il n'est pas du tout placé dans un endroit qui est visible. Donc maintenant, sur des sauts comme le saut d'arrivée et les gros sauts, il y a les petites lumières systématiquement qui doivent être là en plus du drapeau à Croix-Rouge. Les petites lumières pour les 450 n'étaient pas allumées, donc c'est pas considéré comme une violation de la règle du drapeau médical où tu dois enrouler le saut. C'est pour ça que ni Tomac, Webb et Roxen ne sont pénalisés, aucun d'entre eux. Et à l'inverse, Joe Shimoda, il y avait les lumières, sauf que donc maintenant, c'est plus des lumières jaunes, c'est des lumières rouges, parce qu'il y avait eu les lumières jaunes l'année dernière et les années d'avant, où ça t'obligeait aussi à enrouler, mais dans la gadoue, elles n'avaient pas été visibles. Je crois que c'est Amaker qui avait eu un souci avec ça. Donc maintenant, il n'y a plus de lumières jaunes, c'est que des lumières rouges. Et les lumières rouges sont juste un avertissement. Et si elles ne sont pas couplées à un drapeau médical, tu n'as pas à enrouler. Tu dois juste être vigilant, comme un drapeau jaune en gros, mais tu peux sauter. Et donc en fait, Shimoda a enroulé, mais n'avait pas besoin d'enrouler. Et c'est pour ça que Benek, qui en fait les lumières rouges étaient encore allumées pour pas Benek, Pierce Brown et quelques autres, parce que je crois que j'ai entendu dire qu'elles étaient restées allumées quand même pendant 40 secondes, donc ça fait presque un tour. Mais donc les pilotes derrière Shimoda, il y a eu quelques pilotes pour qui les lumières étaient aussi allumées. Ils ont quand même sauté et pareil, ils n'ont pas transgressé de règles au final. Donc c'est genre juste pas de chance pour Shimoda. Ouais, mais je trouve que c'est un peu compliqué parce que ils rajoutent les lumières pour que ce soit plus voyant et éviter justement des loupés. Mais à la fois, en fait, tu rajoutes un élément et donc en plus même de la réflexion. C'est plus Mhm. une réponse à un signal. Option temps, pas de signal, option temps, tu vois. Là, c'est si tu as ça couplé à ça, alors ça veut dire ça, mais si tu as ça tout seul, ça veut dire ça. Si t'as pas ça, mais que tu as ça, enfin, au final, tu vois, ça te donne des. Là, c'est pas les probas, mais l'arbre, là, tu sais, en maths, ça te Ouais. démultiplie au final les solutions. Et donc, ça te demande de réfléchir aussi, tu vois. Quand, encore une fois, alors, je vais pas passer pour un teuteux parce que les options, c'est pas trop compliqué là comme ça, mais quand tu es dans une course et que tu penses déjà à là où tu poses tes roues, voilà, que tu es concentré sur ce que tu fais, que tu te rajoutes en plus des calculs ou des trucs comme ça à faire, ça rend le truc plus compliqué. Donc, Puis moi, tu dis, effectivement, t'es pas un teuteux, mais Shimoda, il doit prendre la décision en une demi-seconde, même pas. ouais, Donc c'est ça. Au moment en plus, il c'est sort clair. du virage, boum, il la voit. On voit d'ailleurs qu'il est quand même à deux doigts de le sauter, hein. Il freine vraiment au dernier moment et du coup, hop, il se plante comme ça au milieu pour pas sauter ce premier petit double. Non, pour moi là, ça n'a pas trop de sens.
tu fais l'un ou l'autre, tu trouves le truc le, le, le plus visible possible, ou tu permets peut-être une ouverture sur la piste, mais bon, sur un appel de saut, sur le saut d'arrivée, c'est peut-être un peu compliqué pour qu'il puisse venir plus sur la bosse, tu vois, le directeur de course, et pas juste être dans sa cahute, peut-être caché un peu derrière le poteau et avoir juste un petit drapeau qui sort comme ça pour vraiment le mettre visible, puisqu'il y a des moments où justement, sur le reste de la piste, les commissaires viennent sur la piste, viennent sur Mhm. l'appel, se mettent au milieu et tu vois le drapeau. Et vu qu'ils doivent enrouler en plus, bah, c'est très visible et les gars enroulent. Que là, au final, tu rajoutes un élément supplémentaire et puis en plus, après, tu dois réfléchir à attends, parce qu'il y a deux trucs, deux prises d'infos à prendre et en plus, je dois avoir une réponse motrice. Donc, s'il y a ça, enfin, c'est un algorithme, le machin que tu dois avoir dans le crâne. Ouais, je trouve ça pas du tout adapté et pas pertinent. Ouais, mais Jason Thomas, il a dit la même chose que toi, c'est qu'il disait il faut trouver une autre solution parce que là, la règle demande trop elle en demande trop aux pilotes en fait. Ils sont déjà en Ouais. train de faire une course et voilà, c'est tu vois un truc, tu réagis en fonction, mais tu peux pas voir un truc et alors te poser la question est-ce qu'il y a le deuxième élément qui vient s'accoupler pour faire que tu dois enrouler ou pas et effectivement c'est puis en plus oui ils arrivent à une vitesse alors en supercross tu roules pas à 100 km/h tu vois mais même tu arrives à 30-40 sur un enchaînement serré comme ça t'as pas beaucoup de temps pour prendre la décision de soit envoyer le saut soit freiner donc Ou tu je rajoutes suis tu rajoutes des commissaires, tu vois. Pourquoi là sur le saut d'arrivée, t'as pas un commissaire justement à la place de ce petit pylône, cette lumière? Pourquoi t'as pas un autre commissaire ici qui lui justement vient sur la bosse en fait, tu vois, ou, euh, Je, ou même je- je il pense devrait être effectivement plutôt que la lumière devrait servir comme un drapeau jaune. Tu vois, quand tu vois un drapeau jaune, toi, en tant que pilote, que ce soit en course ou en entraînement, tu vois le drapeau jaune, d'un seul coup, tu lèves la tête, tu dis, oh, il y a un truc, qu'est-ce qu'il y a et tu réagis en fonction. Mais déjà, tu sais que bon, tu dois être prudent parce qu'il y a potentiellement quelque chose. Et je pense que les lumières, ça devrait être exactement ça. Et ensuite, tu vois s'il y a effectivement juste un drapeau jaune avec, ou s'il y a rien, mais que tu vois quelqu'un par terre. Mais je pense que la règle, en fait, devrait tout le temps être les drapeaux et que les lumières sont juste là pour avertir. Mais tu vois, il faut que toutes les lumières à tout endroit soient juste là pour avertir, pour interpeller ton attention, mais que vraiment, c'est les drapeaux qui définissent ton comportement sur la piste. ouais, mais sauf que à la fois ou alors, ce que je voulais dire avant, tu vois, c'est que le bonhomme, au lieu de le placer sur l'appel de saut qui doit justement enrouler, va peut-être le placer à la fin de l'enchaînement précédent. Ce qui permet que quand tu es sur ton enchaînement, boum, tu vois en fait à ta dernière bosse en rentrant dans le virage, tu es en l'air, tu peux voir le drapeau ou la lumière s'allumer. Et donc, tu as tout ton virage pour bah, là, anticiper, freiner, et que là, Hmm. ils rentrent dans leur virage, boum, ils ressortent. Et au moment où ils ressortent, oh la mince, boum, faut piler. C'est maintenant qu'il faut enrouler, tu vois, pour pas sauter le premier. Donc, moi, je pense que l'un ou l'autre, je sais pas ce qui est le mieux, tu vois, le mieux visible pour les pilotes, mais peut-être pouvoir le mettre en amont pour que ce soit, tu vois, plus simple à la fin de l'enchaînement précédent, peut-être quand ils doivent enrouler après toute la ligne qui suit. Et dans ces cas-là, tu te dis, mais bon, enfin, parce que là, j'ai envie de te dire, bah, jusqu'au prochain virage. Donc, au moins, tu as toute la ligne, tu te poses pas de questions de à partir d'où je dois enrouler, etc. Tu l'as à la fin de l'enchaînement, tu as ton virage, de ton virage au prochain virage, tu dois enrouler la ligne. Tu vois, au moins, Ouais, mais c'est compliqué parce que si l'incident se termine, toi, tu es au milieu de l'enchaînement, tu dois continuer d'enrouler. Le mec de derrière, on a retiré le drapeau, il peut sauter. Du coup, tu avais 5 secondes d'avance, tu perds tout ton avance. Donc, mais enfin, et bon, puis oui, quand il y c'est aura sûr une que là, courbe ou demander un de. tout petit virage, est-ce que c'est compté comme un virage ou pas aussi? Il y aura toujours des moments où tu pourras questionner la règle. Mais quoi qu'il en soit, mettre deux signaux et de devoir réfléchir à si c'est combiné, pas combiné. Parce que là, toi, de ce que tu disais, tu as les signaux plus le drapeau, mais c'est le drapeau qui fait foi. Bah, là, dans la configuration dans laquelle on était, tu as Shimoda qui voit justement, parce qu'en gros, c'est déjà un peu ça en fait. C'est le drapeau qui fait foi, puisque là, Shimoda s'est enroulé alors qu'il n'avait pas enroulé, alors qu'il y avait les lumières d'allumées. Ouais, mais là, je pense que Shimoda, en fait, c'est un peu emmêlé les pinceaux ou était pas bien à jour sur la règle et a voulu enrouler parce que l'année dernière, c'était comme ça. L'année dernière, si tu avais les lumières jaunes qui clignotaient, tu devais enrouler, tu vois. Donc, en fait, Shimoda, il pensait qu'il devait enrouler à ce moment-là. C'est pas Shimoda n'était pas au courant que c'était juste un avertissement et que s'il n'y a pas de drapeau, t'as pas besoin d'enrouler. Mais tu vois, donc il a pas enroulé pour se dire attends, est-ce qu'il y a un drapeau en plus, tu vois. Il s'est dit oh, il y a des lumières, j'ai pas le droit de sauter. C'est Ouais. ça en Ou fait le alors, problème pour Shimoda. on pourrait avoir justement les lumières avant, en amont et le drapeau ensuite. Par exemple, si là, le drapeau devait sortir au niveau du saut d'arrivée, effectivement, et que la règle, à partir du drapeau qu'on doit enrouler et ne plus sauter, dans ces cas-là, tu as les avertisseurs, les lumières qui sont en amont, soit à la fin de l'enchaînement précédent, soit au début du nouveau, qui elles clignotent, et du coup, ça lui aura permis de quand même sauter ce petit double, parce que le drapeau n'était pas à cet endroit-là et qu'il doit avoir une lumière avant
d'avoir le drapeau. Et donc dans ce cas-là, il aurait sauté le premier double et il aurait pu lever la tête en se disant est-ce que sur le saut d'arrivée il y a le drapeau à Croix-Rouge ou pas. Et du coup, Mais s'il y a le drapeau c'est ce que veut la règle. Mais cependant, je pense que là, dans la configuration du saut d'arrivée, les lumières étaient trop proches du saut d'arrivée qui est juste mais du après coup, pour faire le truc, tu vois. avec la règle actuelle, s'il y a le drapeau sur le saut d'arrivée, sur Ouais. l'appel du saut d'arrivée, et que tu as la lumière qui était placée sur le petit double avant qui s'allume, il peut sauter quand même le petit double avant et enrouler le saut d'arrivée. Ouais, Ok. c'est ce que la Bon, règle alors demande. déjà, elle est un peu moins débile que ce que je pensais, la règle. Parce que du coup, si tu mets le signal en amont, effectivement, toi, dans ta tête, si j'ai une lumière, la lumière ne veut pas dire je dois enrouler au niveau de la lumière. C'est la Hmm. lumière est un avertisseur que plus loin, j'ai peut-être un drapeau à Croix-Rouge pour lequel je devrais enrouler. Et donc, dans ce cas-là, là, effectivement, ça change un peu mon approche sur le truc. Et je me dis, bah oui, Shimoda, il a enroulé alors ce petit double, alors que quoi qu'il arrive, il n'avait pas à l'enrouler. Qu'il y a réellement un drapeau ou pas, il n'avait pas à l'enrouler parce qu'il ne pouvait pas avoir de drapeau, il n'y avait pas de commissaire à l'endroit du pylône. Mais effectivement, si la lumière est positionnée en amont, et je me dis peut-être que ce serait encore plus pertinent du coup de la mettre à la fin de l'enchaînement précédent, que c'est en l'air que tu peux voir le truc clignoter et te dire ok, bah dans la prochaine section, je lève la tête et je regarde ce qu'il en est, quoi. Et là où il y avait un petit souci, en fait, c'est que les lumières, elles ont déconné un peu toute la soirée, apparemment. Je ne sais pas si c'est parce que le stade est plus grand et que la télécommande était trop loin ou quoi, mais a priori, il y a eu un petit peu d'affolement parce que justement, ces lumières-là étaient restées allumées plus longtemps que nécessaire pour Shimoda. Et tu vois, moi je me dis, enlevez vos lumières en fait et mettez que des drapeaux parce qu'un drapeau il va pas rester. Tu vois, si un mec brandit un drapeau alors qu'il n'y a plus rien, c'est le mec qui se plante. Tu vois, c'est pas la technologie, c'est pas la télécommande. J'ai appuyé 3 fois sur le bouton, ça n'a pas éteint. Il y a pas de Ouais. souci comme ça, tu vois. Et t'enlèves les lumières, tu mets que des drapeaux et bah, malheureusement, moi je suis fan de Tomac, j'aimerais pas ça, hein, mais tu pénalises Tomac, Webb et Roxane pour avoir sauté sur un drapeau qui n'était pas encore rangé, tu vois. Oui, parce que eux, pour le coup, ils ont sauté. Eux, c'était l'inverse du coup, c'est qu'il n'y a pas eu de lumière, mais il y a eu le drapeau. Voilà, mais du coup, c'était considéré qu'on leur a pas laissé suffisamment de temps et de distance pour pouvoir voir le drapeau parce qu'il n'y avait pas les lumières pour les interpeller avant, tu vois. Et que c'était juste après la courbe à droite et puis petit double et tout. Donc, Ouais. Non, moi je pense surtout que ouais, restons qu'avec des drapeaux, mais donner la possibilité peut-être aussi au directeur de course du coup sur ce saut d'arrivée. Alors c'est un peu compliqué hein, parce que le directeur de course il mange souvent bien à la cantine et puis qu'il va devoir marcher sur, sur un appel de saut comme ça. Donc je sens que ça peut être compliqué et qu'on risquerait d'avoir des catastrophes, mais je sais pas, tu trouves un moyen ou non, mais peut-être. ils sont plusieurs, ils ont des radios et tout. Donc, au Mais pire, non, mais le directeur de course, il reste sur sa nacelle, mais il a quelqu'un en bas ou tu vois, au début de la zone. Et il y a quelqu'un par terre, mettez le drapeau, tu vois, et l'autre, ouais, c'est il ça, tu agit, mets un mec en évidemment. plus. Tu mets un mec en plus. Ou après le saut d'arrivée, tu fais une petite derrière l'appel, tu fais une petite plateforme où lui il peut marcher derrière et venir se mettre plus sur la piste pour se montrer Hmm. bien visible. C'est ce qu'ils font dans les enchaînements et je pense que ça marche quand même plutôt bien. Ce serait plus intéressant que de devoir coupler et d'avoir deux signaux différents en plus et qu'en fonction de l'un ou de l'autre, quand il y a un dysfonctionnement, qu'au moins effectivement il y a le drapeau, il y a le drapeau, il n'y a pas le drapeau, il n'y a pas le drapeau. Puis Enfin, parce que tu vois, dans le cas de Shimoda, bon, il s'est un peu cafouillé et il était tout seul devant. Mais dans le cas où, tu vois, quand Thomas qui saute sur le drapeau à Croix-Rouge, il est en train de doubler Roxane et Webb un peu au même moment. Dans la courbe, il prend l'extérieur. Il me semble qu'il en double au moins un des deux à ce moment-là, tu vois. Il se met un peu long sur le petit double, je me souviens. Donc, quand tu es dans le feu de l'action, que tu essaies de doubler des mecs, oh, c'est sûr que là, alors attends, je double. Donc, déjà, il faut que j'évite, il faut que je recoupe lui parce que j'essaie de le prendre. Mais en même temps, ah bah putain, il y a une lumière. Ah, puis alors, du coup, est-ce qu'il y a un drapeau avec la lumière? Mais en même temps, faut pas que j'attrape le mec qui est à côté de moi. ah non, non, c'est trop de signaux là. Il en faut Et donnez-moi qu'un. un tableau et une craie, là, je vais faire mes calculs. Il en faut un seul et le plus visible possible. Donc venir sur la piste, je pense, pour bien le montrer quoi, et bien l'agiter. Ouais, bon, catégorie 250, on n'a plus beaucoup de temps parce que tu as un rendez-vous après. Pierce Brown, victoire. Comme je disais, la rédemption. Pour ma part, un petit peu surpris quand même, parce que c'est vrai que Pierce Brown, bon, évidemment, c'est un bon pilote, mais je ne l'ai jamais non plus vu comme un pilote d'élite en 250. Je ne sais même pas si je le mettrais en prétendant au titre pour cette année. Enfin, pour moi, on a Cole Davis numéro 1, Shimoda 2 et même Amaker, je le mettrais 3, d'autant plus au vu de ce week-end. Je n'attendais pas à ce que Shimoda soit quand même aussi performant aussi vite avec seulement 2 semaines de moto. C'est vrai que la semaine dernière, je te demandais est-ce que tu penses qu'il devrait rouler ou est-ce qu'il vaut mieux même attendre d'être vraiment à 100%. Euh, ouais, Pierce Brown, super pour lui, première victoire en Supercross. Mais est-ce que pour toi, ça le met quand même dans une position de vrai prétendant au titre?
Prétendant au titre, je sais pas. Après, moi, je t'avais dit que je m'y attendais quand même un peu à le voir se battre pour des victoires. Je pense que l'année dernière, il était aussi en bonne position là avec ce passage sur la YAM, de pouvoir gagner. Il était en tête avant de s'exploser. Alors, je pense que Unsti serait quand même passé l'année dernière, mais il était quand même dans de bonnes dispositions. Donc voilà, j'étais un peu incertain quand même parce que retour de blessure, on ne sait jamais trop où. Surtout lui, il a eu beaucoup de blessures. Donc est-ce qu'il serait revenu, comme je disais, dans l'optique prendre les courses une à une et se reconstruire petit à petit, un peu comme un Macadou? Est-ce que il serait revenu avec bon, il y a eu une blessure, mais c'est déjà oublié et je viens là pour gagner, tu vois? Et je pense qu'il est plus dans cette dynamique-là. Après, voilà, tu vois, je vois autant autour quand même qu'il est au moins cinquième temps autour, si je dis pas de bêtises. Donc, Ouais. donc voilà, là il y a eu un bon départ, mais on a un Shimoda, je pense, encore un peu affaibli et qui a roulé plus vite. On a même un Benny qui est accroché au guidon, a roulé plus vite. Un Maker qui a fait le meilleur temps en course, normalement. Donc, et Ouais. un Cole Davis qui est parti très loin et qui était cinquième. Donc, prétendant au titre, c'est pour ça que je m'avancerai peut-être pas comme ça sur le sujet. Je serais pas étonné qu'il en regagne une autre, quand même. Mais c'est sûr que je le place quand même derrière Davis, je le mets vraiment favori. Shimoda, Maker, ouais, dans cet ordre-là aussi, je pense. Et puis, tu vois, je pense que ça va peut-être se battre avec un Benick au final derrière, quoi. Plutôt. Ouais, ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Ouais. Bénic, du coup, troisième. Bon, il profite un petit peu de fait de course et puis lui, il a été solide et puis il est quand même allé un petit peu de l'avant. Mais oui, c'est sûr que va pas falloir s'attendre pour Bénic, je pense, à faire troisième toutes les semaines parce qu'on a Amaker et Davis qui vont quand même mieux partir. Euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Cole Davis, pour moi, c'est quand même le favori numéro un. Mais du coup, derrière Davis, t'as plutôt Shimoda ou plutôt Amaker pour toi? Ouais, c'est vrai qu'à l'issue de cette course, j'ai envie de dire Shimoda parce qu'il a que 2 semaines dans les pattes et que. Mais après, Shimoda, ça lui réussit quand même pas mal. La première, j'ai l'impression, les débuts de championnat. Je sais pas si c'est avéré avec toutes les années passées en 250, mais bah, Bah, c'est avec l'année ses années dernière, il a quand Kawa, même. pas trop, mais Ouais. depuis qu'il est de retour sur Honda, c'est ouais, plutôt. Ouais. Donc bon, je sais pas, mais j'en attends quand même mieux de Hamaker. Je pense que là, on n'a pas vu son plein potentiel et qu'on va avoir quand même du bien mieux et on va le voir contester pour des finales et pour le championnat. Donc ouais, je sais pas trop entre Shimoda et Hamaker qui je mettrais devant à l'issue de ce championnat. Mais en tout cas, je pense que ça va bien se battre entre les deux et ouais, je vois quand même un Davis devant. Puis aussi, je trouve qu'en termes de pilotage, ben, Davies et Shimoda, on les a vus, hein, techniquement, c'est vraiment nickel, il n'y a rien qui dépasse et c'est propre. Brown et Amaker, c'est pas aussi propre quoi quand même. Brown, même si il roule vite et il gagne, je trouve qu'il y a quand même des petites erreurs et que il a un pilotage qui contient quand même plus de défauts. Ouais, oui, c'est moins propre, moins fluide. Mais et puis même là en vitesse, je pense qu'il était dans une bonne disposition et que c'est dommage au final qu'il y ait eu ce raté de Shimoda parce que j'aurais été curieux de voir la suite, tu vois. Au final, je me demande si Shimoda n'aurait pas pu aller au bout. Hmm. Et surtout que Shimoda a été très gentil aussi à un moment donné, hein. Il était revenu quand même dans sa roue et dans ce trois quarts de tour là à droite après avoir dépassé la ligne de départ. Mhm. Euh, il s'est placé dans l'intérieur et il a été très gentil, Shimoda. Il n'est pas allé au contact alors qu'il aurait pu aller se placer vraiment devant. Petit contact, je te sors et je prends la position. Au final, en plus, il s'est raté dans l'enchaînement, il a perdu du temps. Donc, il aura même eu moyen de repasser devant. Donc, ouais, je pense que c'est. Je dirais peut-être pas bien payé non plus, tu vois, la finale, mais c'était pas le plus rapide. Après, il a été dans de bonnes dispositions. Et ça fait partie du truc, hein, se mettre dans de bonnes dispositions, prendre un bon départ. Et puis il a réussi quand même à tenir jusqu'au bout. Donc voilà, mais quand tu sais qu'un Shimoda a eu 2 semaines de moto dans les pattes et que bah, il était juste derrière et que ouais, Pierce Brand il a pas fait le fier, je pense que quand on va avancer dans les finales, il va falloir que Pierce Brand aussi élève un peu le niveau s'il veut contester pour des victoires pour la suite du championnat. Ouais, c'est clair. Sinon, j'ai eu du mal avec les numéros hein, pendant tout le. Mais tu sais que cette année, j'ai eu beaucoup de mal avec les numéros parce que je pensais que Baumer, son 23 l'année dernière, je pensais que c'était son numéro de carrière qu'il allait le garder. Cette année, on se retrouve avec Mosiman qui lui prend le numéro 23. Bon, Davies, il a le 37. Mais Amaker, il a changé de numéro. Je pensais pas qu'il allait changer de numéro. Et du coup, je sais pas si là, son numéro 10, c'est son numéro de carrière ou si, s'il peut encore changer l'année prochaine. Euh,
Ouais, j'ai eu du mal et du coup, on a Kotichok qui a pris le numéro 22 de Chad Reed. Ouais. Lui qui, travaille en plus avec Chad Reed, comme tous les pilotes du Team Club MX. Ouais, j'ai eu du mal, hein, ça va me prendre un petit peu de temps, Nate Thrasher avec le numéro de Marvin, heu, ça va me prendre du temps et puis Jelix Wall du coup avec son numéro 56. Bon, autre chose, bah si Jelix Wall, ouais, j'en ai parlé vite fait mais tu sais, je le vois par terre et ça me fatigue parce que c'est après, mon homéostasie devrait être contente, mais bon, j'aime pas voir les mecs se faire du mal, tu vois. Donc, je glousse pas, mais c'est vrai que t'es pas surpris au moins. Ouais, non, c'est sûr que l'histoire continue et se Ouais. répète. Mais ouais, Thrasher et Dudley, du coup, ils étaient dans l'accrochage du départ, eux. Dudney sûr, oui. Thrasher, probablement, je sais pas. Parce qu'il me semble, ouais, il y avait pas mal de yam, mais je sais pas s'il y en avait plus de 3 quand même. Mais parce que Dudley, pareil, pas mal son début chez les pros. Ouais, je suis Il d'accord. commençait là ce week-end et pas trop mal, même en qualif, c'était pas mal du tout. Donc, ouais, ça va être intéressant là, la suite, sans chute au départ, pour mettre un peu tout le monde sur un pied d'égalité, on va dire, même s'il y a toujours un mauvais départ ou quoi, mais de les voir partir et sans avoir ce bâton dans les roues dès le départ en se mettant par terre, notamment pour un Davis et justement Thrasher et Dudley normalement. Donc, à voir, ouais, je précédais de la semaine prochaine. Bon, après, Daytona, c'est un peu particulier quand même. Moi, c'est pas une course que je kiffe de ouf, tu vois. Je la regarde, elle est là et il y a toujours l'enjeu, etc. Mais je me dis pas, ah yes, c'est Daytona, je suis trop content, tu vois. Ben, je trouve qu'en 450, vu qu'on a eu 7 courses de SX assez classiques, enfin, on a eu un Triple Crown, puis ensuite 6 autres courses de SX complètement classiques, je trouve que ça fait un petit peu, voilà, une petite course différente, ça donne un peu de fraîcheur, tu vois, avant de retourner sur Ouais. d'autres courses de Supercross plus classiques. C'est vrai que pour les 250 Est, où le championnat commence tout juste, tu aimerais bien avoir 2-3 courses plus normales pour te faire vraiment une idée de qui est qui avant d'arriver à Daytona. Mais c'est vrai que c'est souvent comme ça. Du coup, à l'Est, tu arrives, tu as une première course, puis après, tu as Daytona, puis après, tu as un Triple Crown, puis après, tu as une confrontation. Ouais, Et leur championnat, il est un peu très, très folklore quand même au final. ouais, c'est clair. Bon, bah écoute, c'est tout. Si je voulais faire une dernière mention, parce que je voyais des pilotes privés Kawasaki là, dans le classement 250, et ça m'a rappelé qu'il faut quand même qu'on le dise. Mitchell Harrison, il faut qu'il apprenne à prendre un tour, hein. Quand il y a le drapeau bleu, t'arrêtes d'être en plein milieu et d'emmerder tout le monde, parce que tous les week-ends, c'est la même chose, c'est fatigant. Ah, j'ai pas remarqué que c'était tout le week-end comme ça, mais je me suis Ouais. fait la réflexion aussi, je crois, ce week-end là. Et surtout pour Hunter Lawrence. Je peux te dire que chez Honda, ils connaissent bien Mitchell Harrison, hein, parce que a priori, Hunter Lawrence, aux essais, en course, tout le temps, il se fait tout le temps déranger par Harrison, quoi. Donc voilà, c'est tout. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas donc de contacter MGT Design et MGT Design Racewear pour toutes vos demandes de kits déco et de tenues de motocross. Enfin, les décos, ils font aussi les décos de scooters, T-Max, tout ça. Peut-être après, si vous avez des demandes un petit peu particulières, il faut les contacter parce qu'ils peuvent s'adapter. Tout n'est pas possible, mais presque quand même. Et puis pour les tenues, ils font aussi les tenues de tracteur. Donc allez-y. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour parler de Daytona et de est-ce que Tomac a rétabli la statistique de 50% de victoire sur la KTM, parce que du coup, là, j'ai calculé, on est à 44, c'est chiant. Et est-ce qu'il a fait une 8e victoire à Daytona? Allez, à plus.